équipe environ, mais toi, t'es plus quoi? Salut à tous les amis, c'est Wally. Ça va tranquille. Ah les gars, je suis avec Naël, fin de la vidéo. Salut Wally. Salut اللي انت تحب تراه فيك. Les amis, je suis avec un supporter du Maroc, est un meilleur joueur de football. Plaisir, franchement, grand nombre de comptes est rentré sur la partie tout là parce que je suis super tôt enfin de la région de joueurs et sportif à Nantes ça peut que s'améliorer donc hâte d'être à la. Salut à tous les amis, c'est Walid Soltani les gars, on se retrouve pour une nouvelle mission. Toujours la même émission, je sais pas pourquoi je dis nouvelle, c'est Ça joue. Je suis toujours accompagné de mes collègues Momo, Elliot et Léo. Comment ça va les frérots? Ça va très bien, tranquillement. Ça va super, merci. Et Léo, ça va? C'est toujours là hein. On est là les gars. Aujourd'hui, nouvelle émission, voilà, de 30-40 minutes comme d'habitude, on va essayer bien sûr. Et on va revenir sur l'actualité foot comme on a l'habitude de faire. Et c'est parti pour le sommaire. Donc voici le sommaire et les gars, ce week-end, c'était le choc du dimanche soir en Ligue 1 à 21h, enfin à 20h45 plutôt, au stade Vélodrome. Voilà, après la victoire marseillaise en Coupe de France il y a 3 semaines. Le Paris Saint-Germain est revenu dans la cité phocéenne avec de nouvelles ambitions. Des ambitions qui ont porté leurs fruits, parce qu'ils ont gagné. 3-0 Paris Saint-Germain, Marseille au Vélodrome. C'était assez, c'est assez fatal pour l'OM comme défaite, alors qu'ils étaient bien revenus. On parlait même de course au titre. Là, ils se prennent à 3-0. Ça coupe dans l'élan. Et c'est surtout grâce à son ogive nucléaire nommé Kylian Mbappé qui a permis à son équipe du coup de s'imposer 3-0. Et c'est littéralement une correction, n'ayons pas peur de le dire. Et Léo, j'aimerais te poser la question. Toi, supporter neutre, t'étais au stade. T'étais parti voir ce match au Vélodrome. Comment t'as vu ce match et comment tu expliques ce score? Bah moi ce match je l'attendais avec beaucoup d'impatience car c'est deux clubs qui pouvaient potentiellement jouer le titre, qui étaient assez proches, deux équipes qui étaient assez proches l'une de l'autre. Donc j'avais beaucoup d'impatience. Moi je voyais un match ouvert comme en Coupe de France il y a 2 semaines. Et comment expliquer ce score? Bah moi c'est tout simplement l'espace qui a été laissé par la défense marseillaise à Mbappé dans la profondeur. Car toutes les premières offensives qui venaient pour le PSG, dès les 20 premières minutes contrôlées par l'OM, dès que l'OM laissait de l'espace dans son dos, après c'était fini. Bon, je sais que Mbemba n'était pas là, mais déjà, pour tout d'abord, j'ai pas compris le choix. Bon, je sais que je suis pas un grand supporter de Marseille, je ne suis pas tout, mais Tavares à droite, j'ai pas compris, alors que t'as Klose. Balerdi, je comprends toujours pas ce qu'il fait là. Enfin, je trouve qu'il a pas le niveau de l'OM. Et je pense que c'est surtout au milieu. Fred, le milieu parisien a vraiment taffé celui de l'OM. Vraiment un milieu qui était top classe hier. Surtout grosse performance de Vitinha. Et qui ont servi de lampe de rancement à la fusée Mbappé et à Messi, qui étaient des caviars Mbappé. Qui est Mbappé avec son sang-froid qui a su jouer le match assez rapidement. Bah, tu l'as très bien dit Léo, c'est surtout, le nom il est revenu plusieurs fois, c'est le facteur Mbappé. C'est le facteur Mbappé qui compte pour beaucoup dans la balance. Et voilà, on peut le dire, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Voilà, faut pas avoir peur de dire les termes. Et est-ce que le PSG doit sa victoire entièrement à Mbappé ou c'est plus une victoire collective, Momo? Moi, je pense que dans le football, on ne doit jamais une victoire à un seul joueur. Je pense qu'il est toujours servi, il s'inscrit toujours dans un collectif. Maintenant, quand il s'agit d'un génie comme Mbappé, c'est sûr que ça fait la différence. Mais c'est vrai que ces derniers temps, quand Mbappé faisait la différence, on avait tendance à dire que c'était lui le facteur X du PSG et que s'il n'était pas là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Or là, j'ai vraiment envie de saluer la performance collective du PSG. J'ai trouvé le PSG extrêmement cohérent. Léo a parlé du milieu de terrain. Vraiment, le milieu de terrain était impressionnant. On avait loué le milieu de terrain de l'OM, Rongier, Verretou, qui était très costaud sur les dernières semaines, qui a un bon milieu de terrain. Bon, là, c'était Gendouzi, Verretou, mais ça reste quand même un milieu de terrain de qualité pour la Ligue 1. Et pourtant, Vitinha et Verratti ont montré qu'ils étaient au-dessus. Aujourd'hui, on s'incline face à une équipe qui est meilleure, tout simplement. Ils ont remis les pendules à l'heure. Le PSG est meilleur que l'OM, et c'est comme ça. Et quand ils jouent à leur meilleur niveau, c'est une équipe qui est meilleure que l'OM, et encore heureux, c'est une équipe qui peut faire chuter les plus grands d'Europe. Et je pense qu'hier, ce PSG-là nous a montré que c'était une force collective avant d'être une force dépendante de Mbappé. Bien sûr que Mbappé, le facteur X, c'est le meilleur joueur de cette équipe et de très loin, mais quand les 10 joueurs autour de Mbappé se mettent au diapason du collectif, on a une vraie équipe, un vrai groupe, et dont Mbappé, le facteur X, bien sûr.
Bah, Momo, tu l'as très bien dit, tu as inventé un peu le Paris Saint-Germain et voilà, ils ont le droit, et ils le méritent clairement. Ils ont fait un très bon match. On va passer côté OM. Pas grand-chose à dire de ce côté-là. Mais j'aimerais savoir, Elliot, toi, pour toi, qu'est-ce qui a manqué à l'OM? Ou du moins, qu'est-ce qu'il fallait faire pour rivaliser avec ce PSG? Pour moi, je suis pas d'accord avec Léo sur le fait que Balerdi était mauvais hier soir. J'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs Marseillais, avec Rongier que j'ai bien aimé aussi dans un post hybride. Il manquait devant Malinowski qui pour moi c'est un flop actuellement. Il a une belle frappe de balle mais c'est tout. Et il manquait Bailly, il manquait Mbemba en fait. Bailly n'était pas au niveau hier soir. Mbappé est juste trop fort. Les choix de Tudor, je les conteste. Comme a dit Léo, Tavares à droite, c'est ridicule alors qu'on a Klose qui joue depuis le début de saison et qui est un très grand joueur. Cette saison qui fait une grosse saison comme l'année dernière. Donc on a manqué de force collective, comme a dit Momo. Paris était à 120%. C'était une équipe type LDC. C'était comme s'ils jouaient une demi ou un quart de finale de LDC. Nous, on n'a pas joué, on n'a pas fait un bon match. Et c'est tout ce qui a manqué. Il y avait une classe d'écart. On n'était pas présent sur les duels, sur les physiques et au pressing. Donc non, Paris était meilleur largement. Rien à dire, chapeau, bravo Mbappé et bravo Paris. Quoi. C'est surtout une erreur de Tudor pour toi ou c'est plus les joueurs? Pour moi, c'est une grosse erreur de Tudor et qui normalement, quand il fait ces erreurs-là, les change à la mi-temps avec un ou deux changements rapides à la 45e. Qui hier, il ne le fait pas, il fait rentrer Klose à la 60e. Et d'ailleurs, on a très bien vu, Tavares a été largement meilleur à partir du moment où il est à gauche. Il a percuté, et puis il avait plus Nuno Mendes en face, donc ça permettait d'être beaucoup plus à l'aise. Et derrière, quand il a sorti, quand c'est Balerdi qui est passé sur Mbappé, ça s'est encore mieux passé. Donc pour moi, c'est des erreurs de Tudor. Tudor nous coûte le match hier soir, l'équipe aussi, mais Tudor a sa part de responsabilité hier soir. J'aimerais venir en opposition à ce que tu dis, Elliot, car au début du match, quand l'OM dominait, t'as deux occasions qui viennent du côté de Tavares, où il tergiverse, on sait pas trop ce qu'il fait. Mais je pense que s'ils avaient mis, on aurait tous crié au génie de la part Tudor de « c'était vraiment bien joué de l'avoir mis à droite, c'est super malin et tout ». Donc je pense que ça a été un mauvais choix, mais aussi Tavares n'a pas été à son niveau aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que si il marque Tavares, on dit c'est. Mais justement, Tudor fait souvent des choix compliqués, des choix dits de génie. Et quand ça ne passe pas à la mi-temps, à 45e, il sort un joueur, il change tout et tout se passe mieux en deuxième mi-temps. On l'a vu face à Toulouse et face à de nombreux matchs avant. Donc moi, ce que j'ai pas aimé de la part de Tudor, certes, faire ce coup tactique. Moi, je suis preneur parce que on est moins bon que Paris sur le papier, donc il faut tenter des coups tactiques. Ce qu'il avait fait face à en Coupe de France avec Rongier en centrale, c'était parfait. Mais là, hier, si Tavares est à gauche, c'est beaucoup plus facile. Défensivement, il a rien apporté. Nuno Mendes est passé sur son côté facilement. Ça a été le plus grand danger après Mbappé de Nuno Mendes. Et donc moi, franchement, hier soir, pour moi, c'est la faute de Tudor. Mais je comprends, si ça passe, je dis que c'est un génie. Mais ça passe pas, il a pas changé, il a attendu trop tard. Pour moi, il a voulu innover, il a pris des risques. Est-ce qu'on peut en vouloir à un coach qui innove face à une équipe qu'il sait meilleure que la sienne? Non, on peut pas lui en vouloir d'avoir innové. Maintenant, moi, j'aurais aimé qu'il reste quand même sur ses fondamentaux, c'est-à-dire Klose à droite, Tavares à gauche, et mettre Kolasinac piston. Je trouve que c'était pas la meilleure idée. Kolasinac, on sait tous que dans l'axe, il est bien meilleur. Piston, il a du mal, il a pas le volume de jeu pour le faire. Kolasinac, Rongier et Balerdi. Balerdi est plus à l'aise central droit. Je pense qu'il aurait dû rester là-dessus. Maintenant, je comprends en vouloir un coach qui innove quand il sait très bien que le PSG est meilleur. Voilà, et puis par rapport à ce que tu disais juste Léo au début, que l'OM a été pris dans le dos, etc. Oui, mais c'est les préceptes de jeu de Tudor. Si on était allé les chercher haut et qu'on avait réussi à canaliser Mbappé hier soir, on aurait dit que c'était un génie aussi. Donc c'est les principes de jeu, c'est comme ça. Moi je préfère un coach qui va chercher haut, qui reste fidèle à ses principes de jeu et qui prend le risque de voir Mbappé transpercer sa défense dans le dos, plutôt qu'un entraîneur qui va mettre le bus et où on va se faire chier pendant 90 minutes. Donc ça dépend ce que tu préfères. Sur le fait d'innover, je suis d'accord avec toi. Comme d'habitude, quasiment à chaque match, il tente des choses. Mais ce que je reproche, c'est de ne pas avoir modifié ses choix, qui étaient donc mauvais. Il le sait très bien, à la mi-temps, il y a 2-0. Comment tu reviens à 2-0 et t'attends de prendre le troisième but pour changer? Moi, c'est ça que je reproche. Le choix, il est très bon, parce qu'il faut tenter quelque chose. Et je suis d'accord avec lui. Mais moi, je le reproche le fait de ne pas avoir changé. On va passer au top et flop. Voilà, je vais vous demander chacun de me dire les tops et flops de ce match. Bah, du coup, côté Marseillais, Parisien, tout ça. On peut bien sûr prendre le coach, prendre le milieu, la défense, comme vous voulez. Je vais commencer par Momo. Dis-moi tes tops et tes flops de ce classique du dimanche soir.
Moi, mes tops, c'est côté PSG. Je pense qu'on a tous remarqué qu'il y avait deux joueurs qui étaient un peu des génies et que quoi qu'on fasse, on n'aurait rien pu faire de toute façon. Mbappé et Messi. Messi, je le mets. Bravo à Messi d'avoir marqué son premier but dans un classique, je crois. Première passe décisive aussi. Et quelle magnifique passe décisive. Donc le duo Mbappé-Messi qui fonctionne, enfin. J'ai envie de dire. Donc franchement, Mbappé et Messi, pour moi, c'est mes deux tops. Derrière, on peut mettre, je pense, Vitinha, qui a fait un très très bon match. Il était un peu en perte de vitesse ces derniers temps. Il avait fait un très très bon début de saison. Là, c'était un peu plus compliqué. Hier, il a assumé. C'est très compliqué pour un jeune joueur comme ça d'assumer au Vélodrome, stade plein, grosse ambiance, face à un adversaire de qualité. Donc franchement, je mets aussi Vitinha dans mes tops. Maintenant, côté marseillais, vous allez me dire, hein, Léo et Elliot, mais je ne cerne pas vraiment de top côté marseillais. J'ai pas vu vraiment de joueurs qui sortaient du lot. Peut-être Under. Je l'ai un peu senti comme ça par séquence, un peu tenté. Sanchez a aussi essayé quelque chose, mais il était beaucoup trop esselé. Mais je reste vraiment, il faut féliciter le PSG pour la performance collective, il faut rester objectif, ils ont été meilleurs. Donc mes trois tops, c'est Mbappé, Messi et Vitinha. Et 3 flops? Trois flops, là par contre, on va aller du côté de l'OM. On va aller voir Eric Bailly, je pense, parce que Eric Bailly, malheureusement, est-ce que c'est vraiment sa faute s'il rate son match? Il n'a pas joué depuis pas mal de temps, il est en manque de rythme. On lui demande de remplacer Chancel Mbamba, c'est quand même une sacrée pression de remplacer le meilleur joueur de l'OM depuis le début de la saison quand tu n'as pas joué depuis autant de matchs que tu es en manque de rythme. Et qui plus est, il faut que tu prennes Mbappé au marquage, c'est très compliqué, donc je le mets quand même dans mes flops malgré les circonstances atténuantes. Ensuite, d'autres flops, je dirais peut-être Balerdi, que j'ai pas vraiment aimé, je l'ai pas trouvé vraiment serein. Maintenant, il n'a pas été mauvais non plus, mais je l'ai pas trouvé serein. Et Tavares, là aussi, malgré lui, voilà, on l'a mis à un poste qui n'est pas le sien. J'aurais aimé voir beaucoup plus. Certes, c'est pas son poste, mais j'aurais aimé qu'il affiche un meilleur visage. Là aussi, Tavares dans les grands matchs, je trouve qu'il y a une limite. Donc je le mets aussi dans mes flops. Mon top, pareil, ça va être sur Paris. Hein. Le top, ça va être Galtier avec son 3-5-2. Bon, il a été un peu aidé de la blessure de Neymar, mais il sort un 3-5-2 qui est magnifique. Avec, on connaît Moukele qui a été bon aussi à droite, mais Nuno Mendes sera aussi un de mes tops. Donc Galtier, Nuno Mendes et Mbappé. Parce qu'on peut pas enlever Mbappé avec la performance qu'il fait hier soir. Et en flop, je vais mettre Malinowski. Je pensais que Momo allait le citer. Malinowski que j'ai vraiment trouvé nul hier soir, qui était dans le jeu, il a rien apporté. Même les corners qui normalement c'est sa spécialité où il les tire bien, il les a mal tirés. Les coups francs, les coups pieds arrêtés. En flop, je mettrais aussi Guendouzi, qui a été vraiment inexistant hier soir, on l'a pas vu. Et encore une fois, Bailly, parce que je n'ai pas du tout aimé son match. Et c'est pour moi la clé du match, c'est Eric Bailly. La top, Mbappé, évidemment. Vitinha. Et moi, je pourrais dire Nuno Mendes, mais pour changer, pour faire mon feneux, je vais dire Marquinhos, qui a vraiment fait un match de patron. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau. Et à quelques jours de Bayern PSG, ça fait du bien de le retrouver à ce niveau-là. Et après, en flop, je dirais un peu comme vous, hein. Moi, Balerdi, que vraiment j'ai trouvé très très décevant. Je suis pas beaucoup les matchs de l'OM, mais là vraiment c'était flagrant. Ensuite, Bailly aussi, mais bon, quand on connaît le contexte, pour Bailly, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, en manque de rythme. Tu te retrouves sur la pelouse à avoir Mbappé en face de toi, Mbappé Messi, c'est compliqué. Et après, pour moi, c'était le milieu, en fait, en général. Le milieu marseillais, pour moi, a pas du tout existé. Enfin, a très très peu existé. Je vais un peu fort. Où vraiment, ça, c'est dû au PSG, en fait. Le milieu du PSG était tellement qualitatif, ça jouait tellement bien, qui a fait disparaître le milieu marseillais pour moi. Donc, pas une individualité au milieu qui était un flop pour moi à niveau Marseille, mais plus le collectif qui a pêché. Moi, Walid. Vas-y, dis-moi. J'ai une petite question à poser à mes chers amis marseillais. C'est je comprends pas la gestion de Vitinha et d'Unai de la part de Tudor. Vitinha que tu recrutes à un prix très très fort et qui joue à peine. Alors, j'en ai parlé à Elliot il y a quelques temps. Je pense que Vitinha, déjà tu débourses une grosse somme. Donc évidemment que le gars doit digérer la grosse somme qu'on a déboursée sur lui, tu peux pas le mettre titulaire tout de suite. Il l'a mis titulaire tout de suite face à Nice, ça n'a pas marché. J'ai trouvé qu'il avait été très dur avec lui de le sortir à la mi-temps face à Nice. C'est pas un cadeau de le mettre titulaire directement, maintenant pourquoi pas, hein, lancer un joueur dans le grand bain comme ça, pourquoi pas. Il lui a pas fait un cadeau en le sortant non plus, je pense que c'est pas vraiment sympa. Après, est-ce qu'il est là pour faire dans le social, je pense pas. Donc bon, il a sorti à la 45e et d'ailleurs on l'a plus vraiment vu. Hier il rentre, il a failli marquer son but. C'est vrai que la gestion est quand même assez compliquée, mais je pense que, comme j'en avais parlé avec Elliot, il prépare l'année prochaine. Je pense qu'il part du principe que
l'an prochain, on va se qualifier pour la Ligue des Champions, qu'on aura aussi beaucoup de matchs l'année prochaine, encore plus que cette année, parce que là, on n'a plus de compétition européenne, mais l'année prochaine, on va avoir encore plus de matchs, et je pense que l'année prochaine, il va vraiment jouer, et ça se voit qu'il a un gros potentiel, ça se voit qu'il a du talent, et pour Unai, la gestion est compliquée, mais Unai a joué contre Toulouse, il me semble, il n'avait pas été bon. Et c'est vrai qu'au début, il rentrait par séquence, il était bon, il avait fait cette rentrée contre Nantes, au début il a essayé de l'incorporer un peu, de le faire rentrer à l'heure de jeu, etc. Il n'a pas été bon contre Toulouse, et là je pense qu'il va disparaître un peu de la circulation parce qu'il n'a pas été bon, et à Marseille il y a tellement de concurrence que quand tu n'es pas bon, et ben forcément tu sais ta place dans le club commun. Elliot, rapidement. Juste rajouter un truc rapidement. Ouais, entre Vitinha et Mofi, il y avait les deux dossiers. Mofi était un joueur Ligue 1 ready, et Vitinha c'est plus, faut attendre, faut prendre le temps. Comme l'a dit Momo, il faut attendre 6 mois peut-être, et l'année prochaine, pour moi il sera prêt l'année prochaine. C'est une recrue des jeunes, il a 22 ou 23 ans, il sera bon l'année prochaine, il faut prendre le temps, il ne faut pas lui mettre la pression, il ne faut pas que les supporters marseillais lui mettent la pression, parce qu'on peut rapidement perdre un bon joueur, un bon jeune, ça serait bête. J'espère que vous avez convaincu mon ami Léo sur ses recrues. En tout cas, on va clore ce petit chapitre Marseille, les gars, le chapitre du classique. On va passer au chapitre LDC, du côté de l'équipe qui a éliminé le PSG l'année dernière. On va bien sûr parler du Liverpool-Real, 5-2 pour le Real à Anfield. C'est l'heure de la rubrique numéro 2, Liverpool 5-2 Real, un massacre à Anfield. Donc voilà les gars, il y a eu un massacre à Anfield mercredi dernier ou mardi dernier, j'ai oublié. Le Real était mené 2-0, bref, on va revenir sur le scénario après. On va tout d'abord revenir sur les pronos que vous aviez fait pour ce match. Pas les autres, hein. Vraiment celui-là. Alors si je note bien, il y en a 2 qui l'ont passé, 1 qui l'a pas passé. Léo, tu es celui qui l'a raté, pourtant on voit les cuissons derrière toi, tu es pour le Real. Voilà, on pouvait penser que ça allait aller, non. Du coup tu as pronostiqué le nul. Elliot a dit 2-1 Real, alors que de base il allait mettre 1-1 comme Léo. Il a voulu surprendre. Et Momo est celui qui se rapproche plus de l'écart de but. Momo il s'est rapproché de l'écart de but. C'est-à-dire que Momo a mis 3-1 pour le Real. Donc voilà, bravo à vous pour ces pronos. On reviendra sur les autres pronos un peu plus tard dans l'émission. Donc bravo à vous pour votre œil d'expert. Ah mais il va aller être fort pour trouver le 5-2 par contre. Ah ouais, si tu trouves le 5-2, franchement chapeau. Après du coup, après une entame de match assez compliquée, le Real fracasse Liverpool 5-2 chez eux à Anfield. C'était limite un match légendaire, voilà qu'on se le dit, c'était mythique. On va s'en souvenir de ce match. Et Elliot, j'aimerais te poser une question. À 2-0, est-ce que tu pensais que l'issue de ce match était bouclée? Sur n'importe quelle équipe, Paris, Barcelone, n'importe quelle équipe, je n'y crois pas. Il y a une seule équipe avec laquelle je peux y croire, c'est le Real de Madrid en Ligue des Champions. C'est une équipe différente. Il y a une âme dans ce club, c'est incroyable. C'est la seule équipe où même menée de 2-3 buts, ils sont capables de revenir. Tu le sens. En fait, ils baissent pas les bras, ils y croient toujours et c'est jamais perdu. C'est ça qui est impressionnant dans cette équipe, c'est que c'est jamais perdu. Et j'ai bien aimé le match de certains joueurs. Je pense qu'on en reparlera après. Oui. Mais franchement, ça a été un très beau match, un très très grand match, un très grand soir d'Europe. Et voilà. Voilà, on va s'en souvenir. Et voilà, comme tu disais, le Real a l'image de son capitaine qui, après 2-0, vient et dire calma à ses coéquipiers. Voilà. Et j'aimerais parler à toi, Momo. Après ces 20 minutes cataclysmiques, Vinicius vient sonner la révolte et inscrit un doublé, dont un but magnifique. Est-ce que le Real... Je te vois venir. Non, pas du tout. Arrête de sourire. Momo, est-ce que le Real doit son succès en partie grâce à lui? Toi qui disais qu'il n'était peut-être pas capable de porter le Real en Europe. Moi je trouve qu'il n'a pas porté le Real Madrid. Le Real Madrid, non mais sur le match face à Liverpool, il porte le Real Madrid depuis le début de la saison en Liga, on est d'accord. C'est le meilleur joueur du Real Madrid en Liga, on est d'accord. Maintenant il y a la Liga et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions c'est une compétition différente. La Ligue des Champions c'est une compétition durant laquelle le Real se transcende et il y a quelque chose d'irrationnel qui émane de cette équipe et ça devient une force collective insubmersible. Et Vinicius est un élément indispensable de ce collectif-là. Mais c'est pas le joueur qui fait gagner le Real. Il met quoi? Il met un doublé? C'est ça? Bah, c'est lui qui vient enclencher quand même, mettre le premier but et mettre le deuxième. Il met un doublé. Tu vois? Mais pour moi, il est aussi important que Benzema est important. Il est aussi important que Rodrigo est important. C'est un joueur qui fait partie d'une machine. Le Real Madrid est une machine. Il y a quelque chose d'irrationnel avec le Real. C'est pas lui qui fait gagner la Madrid. Mais est-ce que là... Je faisais le parallèle la semaine dernière sur Mbappé au PSG. Vinicius au Real, Mbappé au PSG. C'est incomparable. Mbappé porte le PSG. Vinicius est un élément du collectif, de la force collective du Real Madrid. C'est différent. Mais là, je te dis ça parce que, tu vois, il a emporté le Real comme un Benzema a pu le faire contre Chelsea l'année dernière. Genre, c'est lui qui a sonné la révolte avec un éclair de génie, puis après une pression comme Benzema. Pour marquer le but du
2-1 et faire gagner son équipe. C'est deux choses complètement différentes. Tu peux sonner la révolte sans faire gagner ton équipe. Après, égaliser à 2-2 après 20 minutes cataclysmiques, franchement, je vois. C'était compliqué. Par exemple, Colomwani, finale de Coupe du Monde, il sonne la révolte, mais c'est Mbappé qui nous fait gagner. Oui, certes. Enfin, qui nous fait gagner, qui nous fait revenir. Et là, qui a fait gagner le Real? Tout le monde? Et qui nous fait revenir à son droit. On est Si d'accord? t'enlèves Vinicius de ce match, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si t'enlèves Vinicius de ce match, en fait, j'ai envie de te faire comprendre l'importance de Vinicius. Moi, je pense que en réalité, ces joueurs-là ne sont pas interchangeables avec d'autres joueurs de d'autres équipes. Donc, je pense que si tu enlèves Modric et que tu mets un joueur d'une autre équipe, la machine s'enraye. Si tu enlèves Vinicius, tu mets un joueur d'une autre équipe, la machine s'enraye aussi. En fait, chaque joueur a des spécificités qui collent très bien au Real Madrid. Voilà. Et que si tu enlèves ce joueur-là, ça devient tout de suite différent. L'équipe perd de sa valeur. Mais c'est pas pour Vinicius spécifiquement. Ok. Je sais Bah pas écoute, si tu comprends ce que je veux dire. ouais, j'ai compris, C'est t'inquiète pas pas. l'élément indispensable, l'élément clé du Real Madrid. C'est un des éléments importants, mais c'est pas lui le numéro 1 comme pouvait l'être Benzema l'année dernière. Est-ce qu'il pourra le devenir, tu penses, après cette performance? Un jour? Bah, mais il a quel âge? Il a 22 ans, 23 Ouais. ans. 22. Il a déjà une Ligue des Champions, il a déjà marqué dans une finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il a largement le temps de faire ses gammes et de devenir le leader technique et même sur le terrain du Real Madrid s'il prend en maturité. Ah, merci. Voilà, merci pour cet avis, Momo. Je voulais un peu te provoquer sur Vinicius. Ah mais moi, y a pas de souci. Je vais poser une petite question à Léo. Léo, je vais te poser une question. Enfin, t'as juste à me dire un petit mot sur la défense de Liverpool, s'il te plaît. Défense, Virgil van Dijk, je pense que c'est l'un des défenseurs qu'on a trop surévalué ces dernières années. Mais moi, en fait, là où le match a basculé pour moi, c'est à 2-0. À 2-0, t'as un Real Madrid qui panique pas, qui est habitué, qui, même avec Courtois qui fait une erreur, qui se remet directement dans le match. Alors qu'après la bourde d'Alisson, on pouvait le comprendre que c'était fini. Juste après la bourde d'Alisson, je crois que tu as un débordement de la gauche de Vinicius, il me semble. Je sais plus, il y a Rodrigo qui peut faire le 3-2 juste avant la mi-temps. Et je pense qu'on le savait tous qu'à 2-2 c'était fini, que le Real allait gagner. Et je pense pas que la défense de Liverpool elle n'a pas été irréprochable, mais ce n'est pas non plus la cause. Je pense qu'en fait c'est le Real Madrid qui était en mode Ligue des Champions, et quand on est comme ça, on peut mettre n'importe qui en face, et je pense que personne ne peut se mettre sur leur route. Et on va revenir chacun, comme on a fait avec le classique, vos tops et vos flops pour ce match mythique. On va commencer par toi, Elliot. Vinicius, comme tu l'as dit, il a sonné la révolte, je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé aussi le Benzema qui marque un super but, un but plein de sang-froid, le 5e je crois. Ouais. Celui qui fait le crochet, c'est un but plein de sang-froid. Et j'ai bien aimé aussi la performance, à part les 20 premières minutes, de Camavinga. J'ai trouvé vraiment bon, qui s'est bien relevé après ces 20 minutes compliquées. Et franchement, je l'ai trouvé bon. Et en flop, j'ai pris son nom parce qu'il est compliqué à dire. Stéphane Bajcetic. Ouais. Oh, t'es dur. Hein. Ah, t'es dur. Ouais. Moi, tu peux pas, quand une équipe perd, comme une équipe comme Liverpool qui perd en 8ème de Ligue des Champions, tu peux pas aller tacler le jeune et dire que c'est lui qui a été la source de tous les problèmes. Non, il a fait le même match que Camavinga, sauf que lui, il a pas réussi à se relever. Camavinga a réussi à se relever, à faire un bon match. Et Camavinga, il joue avec Modric et Kroos. Il est pas titulaire normalement, Camavinga. Je l'ai mis, en fait, les deux ont fait des erreurs qui ont coûté un but. Et à partir de ce moment-là, je peux pas le mettre en dehors d'un flop, à part Camavinga qui est bien revenu dans le match. J'ai pas aimé aussi la performance de Trent, Alexander-Arnold, j'ai trouvé moyen. Ouais, les lunaires sur le but de Militao, il est comme ça, il bouge pas. Oui, voilà. Ouais. Et Alisson qui fait la boulette aussi, voilà. Top, Vinicius, la paire pour moi, Rudiger Militao qui s'installe au Real, malgré la blessure d'Alaba. Et ensuite, je veux dire Benzema aussi pour ses deux buts, pour surtout le capitaine pour avoir su remotiver ses troupes. Et en flop, je dirais Trent, qui, comme l'a dit sur le troisième but du Real, était statique. Donc marquage en zone, marquage individuel, peu importe, il était aux abonnés absents. Ensuite, je dirais Alisson, parce que ça bourde, ça relance complètement le Real. Et enfin, donner un troisième flop, je dirais quand même, ça n'a été pas un joueur, mais je dirais Anfield, qui on n'a plus entendu. On connaît l'habitude de l'atmosphère très, très tendue d'Anfield, qui promet de jouer, faire jouer à ses adversaires dans un stade bouillonnant en enfer, et à la fin, on n'entendait que les supporters, que le parquage visiteur madrilène
faire des all à chaque Ouais, passe. c'est vrai. Donc pour moi, ça a joué aussi un peu. Je vais commencer par mes flops et je vais aller sur une théorie un peu plus large. Moi, mes flops, c'est Trent, Alisson et Van Dijk. Trent, je pense, et j'ai vu un commentaire sur YouTube il n'y a pas longtemps qui disait quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut soit replacer Trent au milieu de terrain, soit jouer dans un 3-4-3 où il pourra jouer piston. Parce que Trent Alexander-Arnold, arrière droit, c'est pas possible. Laisser Trent Alexander-Arnold dans un 1 contre 1 face à un joueur professionnel, c'est prendre un énorme risque. C'est impossible. Sur les 1 contre 1, ce joueur-là n'a plus le niveau, ou n'a peut-être jamais eu le niveau en réalité, mais je pense que sur les 1 contre 1, c'est beaucoup trop friable et quand tu aspires à gagner la Champions League, c'est très compliqué, même si offensivement, attention, il est quand même présent. Offensivement, c'est un joueur qui a une bonne qualité de centre, qui a un très bon pied droit, sur coup de pied arrêté, il est toujours très dangereux, donc c'est pas un joueur qui a perdu de son talent, c'est simplement un joueur qui défensivement a beaucoup trop de lacunes pour jouer au plus haut niveau. Donc ce que je propose, c'est de le replacer soit au milieu de terrain, soit dans un 3-4-3 en piston. Ensuite, Alisson, on a tous vu sa boulette, évidemment, je pense que là, évidemment, même si de l'autre côté, Courtois a fait sa boulette aussi, comme a dit Léo, Courtois, lui, s'est relevé. Alisson, malheureusement, il a fait couler un peu toute son équipe. Et ce but-là, il n'est pas anodin. Il est décisif dans la remontée du Real Madrid sur ce match-là. Et Van Dijk. Van Dijk, qui fait deuxième du Ballon d'Or il y a à peine 4 ans et qui coule complètement. On a l'impression que ce joueur-là est fini alors qu'il n'a même pas 30 ans. Je crois qu'il n'a même pas 30 ans. Donc on a l'impression que vraiment, il y a une perte de vitesse à Liverpool. Et c'est là ma théorie un peu plus large. Léo évoquait Anfield. Anfield est le symptôme vraiment de la maladie qui touche Liverpool actuellement. C'est qu'à une époque, Anfield, ça poussait tout le temps. Anfield, il y a encore 2, 3, 4 ans, ça poussait tout le temps. Même quand Liverpool perdait, ça poussait. Le 3-0 là, contre le Barça à l'aller, au retour, ça poussait. Ça espérait. Les supporters étaient enthousiastes. Ils avaient envie. Ils poussaient derrière leur équipe. Là, on les a sentis complètement amorphes. Ils n'avaient plus envie de pousser leur équipe. Et j'ai l'impression qu'il y a une perte de vitesse, que ce soit chez Klopp ou chez les cadres. Parce que là, les flops que j'ai mis, c'est des cadres. Hein. Trent, Alisson, Van Dijk, c'est des gars qui étaient là quand ils ont gagné la Champions League. Donc, chez les cadres, que ce soit chez Klopp et même chez les supporters, on sent un ras-de-bol, on sent vraiment une perte de vitesse et c'est vraiment ma théorie plus large concernant Liverpool. Cette défaite-là, pour moi, elle marque peut-être la fin de quelque chose de grand à Liverpool et ça se traduit significativement par le stade en premier lieu. Et les tops, pardon, j'ai beaucoup parlé, mais je vais donner mes tops vite fait. Vinicius pour le Real Madrid, pour moi, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid sur ce match-là, clairement. C'est lui la rampe de lancement de toutes les attaques du Real Madrid. C'est lui qui vraiment lance tout dans ce Real Madrid-là. Modric, qui a 37 ans, on n'est même plus étonné des performances qu'il affiche. Voilà, le but de Benzema, il est absolument merveilleux. Il récupère le ballon, il transperce tout le milieu de terrain. C'est absolument incroyable. C'est plus pour la longévité. Vraiment, ce joueur est incroyable. Et Camavinga, j'ai beaucoup aimé la maturité, l'assurance qu'il a apporté dans le milieu de terrain du Real Madrid. Tu disais, Walid, c'était toi qui me disais que quand il rentrait, il était très bon. Mais quand il était titulaire, il avait un peu de mal. Là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment taille patron. Une grosse maturité au milieu de terrain. Donc, franchement, bravo à Camavinga. J'espère qu'il va continuer comme ça. Alors, je suis content pour vous d'avoir notifié Camavinga. Voilà, certes, il fait 20 minutes un peu dégueulasse, mais voilà, il revient bien sur son match avec 70 minutes au très haut niveau. Du coup, on oublie carrément ces 20 minutes cataclysmiques. Oui. Je suis un peu. Je pensais que Kaka allait dire Nacho, parce que dès qu'il est rentré, alors qu'à la base sortait, je me suis dit ça va être compliqué alors qu'il a éteint Salah. Après, c'est surtout le Real qui a éteint Liverpool, mais voilà, Nacho a vraiment assuré à ce poste-là. Et voilà, on va clore sur ça, sur ce match mythique. Voilà, merci pour vos tops, vos flops, sur l'avis que vous avez sur les joueurs et le match. Voilà, c'était vraiment une très belle rencontre qu'on s'en souviendra. Et voilà, le match retour, je pense que bon, peut-être que le Real, ils vont se faire un peu mitrailler, se faire choquer, mais on sait qu'ils vont se qualifier, je pense. Après, je vais pas faire le mec médium, pardon. Là, on va passer du côté de l'autre compétition en Europe, le côté du rival, cap sur l'autre compétition européenne. On passe à la rubrique numéro 3, le Barça aux abois, Manchester légendaire. On passe à la rubrique 3, le Barça aux abois, Manchester légendaire. Du coup, cap sur l'autre compétition européenne, l'Europa League, où on a eu le droit à une rencontre légendaire, voilà, qu'on voyait souvent dans les derniers carrés de Ligue des Champions. Aujourd'hui, on la voit en Europa League en 16e, malheureusement. Mais bon, c'est pas mieux, il n'y a pas mieux qu'un Manchester United-Barça, peu importe la compétition. Et pour débriefer une telle élimination, quoi de mieux de laisser un supporter catalan s'exprimer. Voilà, je vous présente donc Mohamed, un invité que j'ai dit de venir. Voilà, c'est un pote à nous. Comment ça va, Mohamed? Les gars, tranquille, ouais, ça va, et vous? Ah, ça va, tranquille. Hein. Ça va. Là, Moi, tranquillement. normalement, je dois pas aller bien, frérot, mais bon, on va parler de ça. On va parler de ça. Momo. Enfin, Mohamed, parce qu'il y en a déjà un de Momo ici. On va taper Momo bis ou Mohamed, bref. Le Barça est encore une fois éliminé d'Europa League. Voilà, c'est la 4e élimination en Europe en 2 ans pour Xavi.
C'est quoi le problème en Europe pour le Barça? C'est qu'on est juste pas prêt encore. Hein. On a Xavi, il a aucune expérience encore en Europe. Il fait 16 matchs, il prend 4 victoires, 25% de victoires, il en fait 2 contre Pilsen, c'est pas normal. Et il a investi énormément d'argent cet été, on l'a vu avec Lewandowski, Rafinha, Tadja Pedri, Gavi. On a Melkessi aussi qui sort d'une bonne saison, du bon can avec la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais on voit que c'est tactiquement le problème. Le problème, il est de la tactique. Il essaye des choses, il a pris beaucoup de risques dans les matchs en LDC. Il teste des 4-3-3. Le timing des changements, ils sont toujours pas bien réglés. Face à United, on a encore vu ce problème. Par exemple, Ten Hag avec United, il sait quand sortir ses joueurs. Deuxième mi-temps, il sent qu'il peut prendre le match, il peut changer le match. 46e direct, il va te faire rentrer Anthony. Il va faire changer le match, il met le deuxième but. Tandis que nous, au Barça, on a attendu. Avec un Lewandowski qui se retrouve toujours pas au Barça. On va en parler. Faut dire la vérité. Et on fait rentrer Ferran à la 70e qui a remué le match. Enfin, il est rentré, il a beaucoup apporté, même si c'est pas le joueur sur lequel on compte le plus. Mais il y a un gros problème du niveau de Xavi, c'est je sais pas. Il a pas trouvé la bonne formule encore. Alors, comme tu dis, le Barça n'est pas encore prêt, mais quand seront-ils prêts? On ne sait pas. Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils se font un peu sortir en Europe. Voilà, on sait très bien les débats qu'ils subissent. Là, on se dit, ils ont investi, le mercato, tout ça. Voilà, nouveau président, des nouveaux joueurs, mais ça marche toujours pas pour Xavi. Et moi, j'aimerais me focaliser sur une recrue en particulier. J'aimerais te demander, est-ce qu'il faut ouvrir le dossier Lewandowski en Europe ou pas maintenant? Ah, il faut l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on voit en championnat, c'est 13 buts et tout ça. Bon, ça va, d'accord. C'est bien. Mais si on amène un attaquant de cette envergure, c'est pour l'Europe. Le Barça, il ne doit pas jouer que la Liga. Toutes les saisons, il doit jouer Liga et Champions League. C'est même pas Europa League. Dans notre place, on est en Ligue des Champions normalement. Mais quand on voit qu'il met 5 buts, il en met 3 contre Pilsen, 2 contre Inter. Et les 2 buts qu'il met contre Inter, d'accord, on les prend et tout ça. Mais pour aller chercher un 3-3 et même pas aller chercher une qualif derrière, ça sert à rien. Il est trop fragile dans le jeu et on le voit face à United. Et son penalty, il est juste là pour les stats. Hein. Il ne sait même pas lui, il va le taper. Lewandowski, c'est incompréhensible. En fait, pour moi, le Barça, ils sont allés chercher Lewandowski parce qu'ils pensaient que Xavi pouvait mettre une idée de jeu autour de lui, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la solution pour jouer autour de Lewandowski. Lewandowski, il faut que le jeu il tourne autour de lui. On l'a vu au Bayern. Quand ça tourne autour de lui, il écrase tout. Une équipe qui tourne autour de lui, c'est un chirurgien dans la cage. Nous, par exemple, un profil qui peut rentrer dans notre jeu, à l'heure d'aujourd'hui, ça pourrait être comme un Benzema ou un Julian Alvarez ou même un Gabriel Jesus qui peut participer au jeu, qui, dos au but, il va être intéressant. Lewandowski, à l'heure d'aujourd'hui, ne peut pas participer au jeu. C'est quelqu'un, il va presser, il va ordonner un pressing vers un sens, mais il ne peut pas participer au jeu. Est-ce que tu penses que c'est un peu une erreur d'avoir laissé partir Aubameyang? Oui, clairement oui, parce qu'Aubameyang, l'année dernière, il nous servait, même si c'est pas du calibre Lewandowski, il nous servait, il allait mettre des buts. Et il nous a sauvé plusieurs matchs. Même le match face au Real l'année dernière, c'est une belle prestation. C'est vrai. Et est-ce que l'absence de Pedri, Gavi et Dembélé ont été préjudiciables pour le Barça, ou est-ce qu'il doit apprendre à faire sans ses cadres, ces jeunes pépites? À l'aller, on a eu les deux et on a eu quand même du mal, même s'ils sortent tôt. On a eu du mal, mais l'absence la plus récurrente, c'est laquelle? C'est celle de Dembélé. Dembélé, il est trop utile. Quand on voit Rafinha il fait un beau match aller face à United, mais face au retour, c'est là le problème. Et c'est encore un problème de coaching de Xavi. Je peux poser une question? Pedri revient dans combien de temps? C'est combien de temps là? Je sais pas du tout, mais c'est 2 semaines, je crois. Il est out pour le Classico de sûr déjà. Ouais, c'est 2 semaines, il me semble. C'est 2 semaines lui et 3 semaines Dembélé. Okay. Et pourquoi c'est pas Pedri? Moi je pensais en tant que madrilène, hein, après tu me reprends, mais je pensais que Pedri c'était limite plus important que Dembélé dans le milieu de terrain, dans la création, tout ça, c'était plus important. Parce que dans le match face à United, en première mi-temps, on n'a pas eu de problème au milieu. Et en fait, le problème qu'on a, nous, ça va être le milieu, mais aussi les phases offensives. Parce que Dembélé, c'est quelqu'un qui va remuer la défense et qui va beaucoup faire du mal à long terme, tu vois. Mais Pedri, ça a été un gros problème aussi, parce qu'on aussi, face à United, au match retour, on a Kessie fait une grosse performance, on n'en parle pas assez de son match. C'est pas faux. Et qu'est-ce que tu penses des joueurs comme Araujo, comme De Jong,
comme, je sais pas, Baldé, qu'on vende tous les jours, voilà, sur les réseaux, on va pas se mentir, on vend tous les jours des joueurs comme ça. Non, Mais voilà. pour moi, ils incarnent le futur du Oui, Barça. ils incarnent le futur Barça, mais est-ce qu'il faut pas compter sur des joueurs comme ça pour te sortir un peu de la mouise dans des matchs retour à gros enjeux comme ça à Old Trafford? Oui, mais c'est pour ça que je te dis que le Barça, il manque d'expérience. C'est pour ça qu'ils sont encore trop justes pour l'Europe. Ah, mais ça va être compliqué en plus avec les leviers économiques, ils sont un peu Mais oui, c'est endettés. ça. Ah, la situation, elle mérite une vidéo carrément. Elle mérite une vidéo entière. Et Mohamed, j'aimerais clôturer sur le Barça du coup. Est-ce que tu penses que la Liga est acquise avec 7 points d'avance sur leur dauphin, le Real Madrid, ou ça va être assez compliqué vu aussi la défaite contre Almeria 1-0 hier? Justement, cette défaite-là, elle a créé Un doute? un gros problème au Barça parce que Xavi, déjà, il commence à perdre beaucoup de crédit. Mhm. Parce qu'une défaite là, alors qu'on pouvait prendre 10 points d'avance, je crois, sur le Real, c'est limite mettre une balle à la jambe. 7 points, étant donné qu'on a un classico contre le Real, on a beaucoup de matchs à l'extérieur et à domicile encore, mais il y a des points à perdre, sachant que déjà on perd nos joueurs pour 2-3 semaines à chaque fois. Mhm. L'infirmerie, elle se remplit. Ça va être dur, ça va être très très dur même. T'as pas confiance en la régularité du Barça? Sinon ça va être très très dur. 7 points c'est rien, ça va vite. Ah, c'est vrai que ça peut aller vite, hein. Il suffit que de défaites, le Classico et c'est Oui, bon. Hein. c'est ça va- Mais ça t'as va pas être confiance? 7 points. Moi, je trouve que le Barça en Liga, ça a vraiment un truc que le Real a pas. Le Real, ils l'ont en Europe, mais pas en Liga, c'est la régularité, genre la rigueur d'enchaîner. Par exemple, le Barça, ils sont sur une. Bon, après, à part la défaite, bien sûr, ils sont sur une série de matchs en Liga, voilà, ils perdent jamais, limite. La seule défaite, c'était contre le Real Madrid. C'est à prouver, voilà, c'est le niveau du Barça, quoi, en Liga. Mais en fait, moi, je vois le Barça aussi triompher dans la Liga, sur la Liga, c'est parce qu'en fait, Xavi va pas prendre beaucoup de risques comme il fera en Europe. Xavi, il a beaucoup tenté un match européen, il a beaucoup tenté alors qu'il n'est pas expérimenté encore. En Liga, il joue du classique. Il va jouer une équipe espagnole, lui, il sait comment jouer une équipe espagnole, il n'y a pas trop de risques à prendre. Il arrive en Europe, il sait pas comment les équipes elles jouent, il va étudier tout ça, mais il va prendre beaucoup de risques. Ok. Bah écoute, merci Momo. Je vais laisser mes compatriotes te poser quelques questions, peut-être sur le Barça, sur le match contre United, sur la saison. Voilà, bah Elliot, commence si tu veux. Il est où? Tu parlais de problème peut-être offensif, mais le vrai problème, il est où dans cette équipe face à United? Il est au niveau de l'attaque, du milieu ou de la défense? Il se situe où ce problème? En fait, sur la première mi-temps, moi j'ai pas trouvé de problème au Barça. Sur la première mi-temps, on a été parfait. Le seul truc, c'est offensivement, on aurait dû mettre le 2-0 de Sergio Roberto s'il tombe à penalty. Mais la deuxième mi-temps a été catastrophique. C'est United, ils en voulaient plus, ils ont fait plus de changements. Ten Hag, il a été plus réactif. Xavi, il a attendu. Ok, donc c'est dans Et l'état quand d'esprit. on attend, C'est dans l'état d'esprit, c'est ça? c'est l'état d'esprit. Et quand on attend autant dans un match 70e minute, le premier changement face à United, c'est pas normal. Ok. Alors qu'on se faisait écraser. Moi, je suis pas d'accord sur Pedri. Je pense que c'est lui l'absence la plus préjudiciable pour Barcelone. Je pense que c'est lui qui régule le jeu au milieu de terrain. Je pense que c'est vraiment le genre de profil que tu n'as pas à Barcelone. Certes, tu peux mettre Kessié, tu peux mettre De Jong aussi en relayeur, mais je pense que Pedri a un profil unique. C'est quelqu'un qui sait lancer les attaques du Barça, c'est quelqu'un qui sait faire des passes décisives, c'est quelqu'un qui peut encore compléter son jeu en termes de jeu long. Je pense qu'il peut encore progresser, etc. Mais je pense que c'est aussi un joueur qui a réussi à débloquer des situations. C'est lui qui a marqué quelques buts victorieux qui ont permis au Barça de marquer quelques points importants cette saison. Donc je pense que c'est vraiment lui l'absence la plus préjudiciable, parce que si tu perds Dembélé, comme tu as dit, Ferran Torres il fait des entrées intéressantes. Je ne dis pas que Ferran Torres est meilleur que Dembélé, mais je dis que tu peux le changer. Et je pense que Pedri est vraiment ton profil unique, c'est vraiment ce joueur-là que tu n'as pas, et quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué dans le milieu de terrain, même si tu me dis que, et je suis d'accord avec toi, ils sont très bien sortis au milieu de terrain sans lui, mais je pense que sur un Classico ou sur 2, 3, 4 semaines, ça peut tout de suite être beaucoup plus compliqué. La preuve, ils ont perdu contre Almeria. Et sur Lewandowski, je voudrais aussi enchaîner sur Lewandowski, je pense là aussi que je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que c'est l'attaquant qu'il te faut en termes de profil. Je pense que c'est quelqu'un qui peut décrocher, c'est quelqu'un qui sait jouer de haut jeu, il l'a montré. Maintenant, je pense que c'est juste un problème de Lewandowski. Lewandowski, on sait très bien que dans les grands matchs, même quand il était au Bayern, il ne marque pas dans les grands matchs. Lewandowski, même au Bayern, dans les grands matchs, il ne marquait pas. Donc le problème, ce n'est pas le profil du joueur, c'est le joueur en lui-même. Lewandowski en lui-même est un joueur qui n'est pas décisif dans les grands matchs. Maintenant, en Liga ou même dans les petits matchs de Ligue des Champions ou même les petits matchs de Ligue Europa, il a su montrer ce qu'il faisait au Bayern. Au Bayern, c'était la même chose, il marquait contre des petites équipes. Mais je pense qu'en termes de profil, c'est l'attaquant qu'il faut. Justement, au Barça, il te manquait ce tueur. Là, tu l'as, mais le problème, c'est que dans les grands matchs, il n'est pas là et il suit la tradition Lewandowski depuis des années, tout simplement, je pense. Pour Pedri, je suis d'accord.
Mais là, on parle long terme ou sur le match United? Sur United, on a franchement. Ah non, je parle sur les 3-4 semaines où il n'est pas là. Oui, sur le prochain mois, là, c'est vrai, on va être mal. On va être très mal parce que Pedri, c'est la plaque tournante du jeu du Barça. Sans lui, on gagne. Avec lui, dites-vous, avec lui, on a 85% de victoire et sans lui, 42%. Donc ça, c'est normal. Mais sur le match United, t'en as peut-être pas besoin. En première mi-temps, on n'en avait pas besoin. Si on continue avec la même envie en première mi-temps, on n'aurait pas eu besoin. Ouais. Et pour Lewandowski, Momo, quand tu emmènes un joueur de ce talent, même si c'est vrai, il n'a pas de match référence, il a jamais, comment il s'appelle, il a jamais réussi contre les grosses équipes, mais il faut qu'il apporte son expérience. Et là, ce que je vois devant, il a rien à main. Léo, toi qui as vu le match aller Barça United 2-2 au Camp Nou, t'as pensé quoi? T'as quelles questions à poser à Momo, voilà, supporter catalan? Peut-être des remarques, je sais pas. Moi, le match retour, je l'ai pas vu, mais le match aller, j'étais au stade et j'ai pas compris pourquoi Xavi a permuté Araujo et Koundé. Pourquoi il n'a pas mis directement Araujo dans l'axe et Koundé à droite? Je pense que déjà ça aura coûté beaucoup de temps, parce que c'est par là que le danger est pour United, donc j'ai pas compris ce changement-là. Et plus globalement, même si le Barça prend la Liga en fin de saison, est-ce qu'on ouvre le dossier Xavi? Parce qu'on rappelle, c'est quand même 4 éliminations en Coupe d'Europe en à peine 2 ans, ou encore on le laisse encore continuer? Pour répondre à Araujo Koundé, ouais, je suis d'accord, parce que Araujo, déjà de base, on l'utilise par exemple quand on joue contre le Real. On le met directement à droite, on va bloquer Vini avec. Et moi je pensais qu'on allait partir dans le même jeu. Donc on parle de tout ça, mais ça réussit pas. Donc j'ai pas compris pourquoi ça a été aussi tardivement fait. Et même si on prend la Liga, le Barça c'est pas assez. Xavi en Europe c'est le néant. Donc pour un club comme le Barça, il faut jouer l'Europe. Et avec Xavi, on va pas y continuer. Et moi j'ai un petit nom pour le remplacer, ce serait Tuchel. On prend Tuchel au Barça, je serais content. J'ai une question, Momo. Vas-y. Si le Barça prend la Liga, pour toi, c'est pas une saison accomplie? Là, elle n'est pas accomplie parce qu'on sort en 16e d'Europa League, on sort contre un United qui est prenable, on sort dans une poule en Ligue des Champions où on ne joue pas du tout. On joue contre Pleasant, on fait 2 victoires et après on prend un petit nul à l'Inter et ciao, c'est fini. Donc ouais, non, on peut pas être satisfait d'une saison comme ça vu l'investissement fait. Je peux comprendre. Et c'est assez triste pour le Barça. Voilà, après des millions investis cet été, on s'est tous dit que ouais, ça va minimum aller en quart de Ligue des Champions. C'est le retour du Barça, c'est assez compliqué. Mais voilà, il n'y a toujours pas la recette au Barça. Je sais pas ce qui cloche, c'est économiquement au-dessus ou les joueurs. Voilà, même toi, tu n'arrives pas à identifier le problème. Même Xavi, je sais pas, c'est assez compliqué pour le Barça. Voilà, c'est triste pour tout fan de football. Bon, moi je suis madrilène, je vais pas te mentir que je suis content de voir un peu le déclin du Barça. Mais pour être fan de foot, c'est un peu triste. On aimerait bien voir le Barça en Europe. Tu vois, en 2011, il y avait des demi-finales Barça-Real en Ligue des Champions. Voilà, ça c'est quand le Real et le Barça étaient à leur apogée. Voilà, c'était ça l'apogée du football. Là, c'est compliqué. Une identité de jeu elle était posée. Là, ouais, voilà. On n'a aucune identité. Voilà, le Barça c'est plus ce que c'était. On a un semblant d'identité de jeu, mais il suffit qu'on mette un peu de niveau et on perd tous nos moyens. Elle est là la vérité. J'aimerais donner un avis plus large. Bon là on parle de Barcelone, de Madrid depuis tout à l'heure. J'aimerais combiner tout ça et faire une petite ouverture. J'aime bien les sur la Liga. Par rapport au niveau de la Liga, on a un Real Madrid qui surnage. Voilà, ils ont gagné avec des champions l'année dernière. D'accord, le Real Madrid est au-dessus. Mais le principal concurrent du Real Madrid sur la scène nationale, c'est Barcelone. Barcelone qui se fait éliminer en 16e de finale d'Europa League. Donc ça pose un problème sur le niveau de la Liga. Comme tu le disais, il y a encore 10-15 ans, il y avait 2 clubs en demi-finale de Ligue des Champions, 2 clubs espagnols. Ça pose un énorme problème. On a l'Atlético Madrid, qui était le numéro 3 des Espagnols, qui s'est fait éliminer en finissant 4e, non pas 3e de sa poule, mais 4e, qui ne dispute même pas de compétition européenne. Donc ça pose un énorme problème par rapport au niveau de la Liga qui concurrençait la Première Ligue il y a encore quelques années. D'ailleurs, ça fait l'ouverture sur la Première Ligue après, dont on parlera après, mais ça pose un énorme problème sur le niveau de la Liga. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Liga perde autant de niveau et qu'on n'ait plus que le seul Real Madrid pour représenter l'Espagne sur la scène européenne? Voilà, c'est vraiment un vrai débat que je pose là. Il y a encore quelques années, on avait le Barça, le Real et l'Atlético en quart de finale de Ligue des Champions, tous les trois ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé en 5, 6, 7 ans pour que la Liga perde autant de niveau? En fait, il y a eu le Covid déjà. Le Covid, ça a impacté beaucoup les clubs en Espagne.
Et tu sais, il y avait beaucoup les accords avec les banques, les CVC, tout ça, là, tu sais, tous les contrats marketing qu'il fallait signer, tout ça, il y a beaucoup de clubs, ils les ont refusés, tu vois. Tandis que dans les autres championnats, tu as des clubs, ils ont accepté. En Ligue 1, on en a parlé aussi. Le Covid, ça a beaucoup impacté la Liga espagnole. Et le Barça, c'est juste une autodestruction, c'est le président. Que des mauvais choix, des contrats, ils sont même pas réfléchis. Ça a été beaucoup d'argent dépensé bêtement, le Barça. Ça a été une autodestruction. Ok, je vois. Bah écoute Momo, on va conclure sur ça. En tout cas, merci pour ta venue. Voilà, ça fait plaisir d'entendre un peu un Catalan lâcher, faire ouvrir son cœur, voilà, après des défaites comme ça. Bah, je te souhaite bonne chance pour le Classico. Ça va être compliqué, mais voilà. On espère que le Real va gagner la Liga. Mais voilà, c'est un peu triste quand même de voir le Barça à ce niveau-là. Voilà, comme il montre Léo, voilà, bien vu ça. Et voilà, bah, on te souhaite une bonne soirée. Et bien sûr, peut-être bientôt de retour, Momo. Allez, ciao, Momo. Ciao. Donc voilà, les gars, merci à Momo pour ce passage sur l'FC Barcelone. Voilà, un ami très sympa. Peut-être qu'il reviendra. Voilà, je vous en dis pas plus, on verra ça. Et on va passer sur un autre chapitre, le chapitre numéro 4. Sur un trophée, c'est pas forcément sur des équipes ou quoi, c'est sur des individualités. Donc, rubrique numéro 4, The Best, un scandale. Les gars, on va revenir rapidement sur les lauréats de la cérémonie The Best qui a eu lieu là, lundi soir, lundi 27. Et on sait que c'est pas forcément un trophée qui compte. Voilà, c'est pas comme le Ballon d'Or, on va pas se mentir, on calcule pas trop ce trophée. Ce trophée, d'habitude, il sert juste à calculer qui va gagner le Ballon d'Or. Voilà, à l'ancienne, bon, aujourd'hui c'est plus comme ça, mais avant, celui qui gagnait The Best, en général, il était Ballon d'Or 4 mois après. Voilà, pour Ronaldo, Messi, c'était ça un peu. Mais là, ça n'a pas été le cas pour la Coupe du Monde, tout ça. En bref, Léo Messi, champion du monde, l'a emporté haut la main ce soir. Et j'aimerais vous poser la question, rapidement, est-ce qu'il y avait-il débat pour le titre de The Best? Je vais commencer par Léo. Bien sûr qu'il y a débat. Quand Messi n'est même pas dans le 11 de la Ligue 1, le 11 de l'UEFA fait une saison, parce que faut prendre en compte que le FIFA The Best commençait en 2021. Quand on connaît sa première saison en Ligue 1, qui ne sert absolument à rien, qu'on peut nexter, et qu'on voit qu'il prend ce trophée devant un Benzema qui fait la saison ultime, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, ou même un Mbappé qui est complètement héroïque sur les derniers mois, c'est sûr qu'il y a débat et on peut se poser des questions. Je vais juste mettre, les gars, ici, voilà les stats, comme le parlait Léo. Là, les stats, c'est bien de août 2021 jusqu'à décembre 2022. Voilà, ça comprend du coup début de la saison dernière avec la Nation League, tout ça, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Voilà, presque une période de, je dirais, 15 mois, un truc comme ça. Je vais laisser Elliot reprendre la main. Ouais, comme l'a dit Léo, c'est honteux. Messi n'est même pas dans le top 30 Ballon d'Or et il arrive à gagner ce trophée-là. C'est honteux. Benzema fait une performance all-time, vraiment une performance en Ligue des Champions, justement, même en championnat l'année dernière, all-time. Qu'il ne gagne pas ce trophée, c'est une honte. C'est un scandale. Mais après, est-ce que c'est un trophée qu'on va retenir? Non. C'est pas comme un Ballon d'Or. On ne retiendra pas. On n'a jamais dit que Ronaldo attend de The Best et que Messi attend de The Best. Donc, c'est un scandale, mais c'est pas vraiment important. C'est pas un trophée qui va compter plus tard. Moi, ça me choque pas. Moi, ça me fatigue. Voilà, c'est des trophées qui servent à rien. Pour moi, depuis que je suis tout petit, il y a un seul trophée, c'est le Ballon d'Or. C'est ce seul trophée-là qui est légitime aux yeux du grand public, c'est le Ballon d'Or. Et les discussions, les débats autour de l'individualisme dans le football, récompenser le meilleur joueur de la saison, etc., ça se débat que au Ballon d'Or. Maintenant, ils ont voulu créer un nouveau truc qui s'appelle The Best. C'est le trophée de l'UEFA, c'est ça? On va en parler vite fait, rapidement. C'est la FIFA aussi? Là, c'est la FIFA. Les deux, mais d'accord. Ah oui, parce que Ballon d'Or, c'est que France Football. Ouais, c'est France Football. D'accord. Et du coup, ils ont recréé un nouveau truc. Ok, d'accord. Bon, je comprends plus rien, mais on va essayer d'en parler calmement. Donc, The Best. Donc, c'est Messi qui gagne. Voilà. Donc, déjà, il note sur août 2021 jusqu'à décembre 2022. Pourquoi faire Pourquoi la période est aussi longue? Déjà, je comprends pas vraiment. Il faut remonter jusqu'à août 2021. Quand même, c'est très très loin. Donc, on peut aussi pointer le problème structurel de ce genre de trophée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bref. Et puis Messi, voilà, tout simplement parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. De toute façon, on le savait. Emiliano Martinez, il est gardien à Aston Villa. Il a gagné devant Courtois, qui est gardien du Real Madrid, qui a remporté avec des champions, qui sort 8 arrêts lors de la dernière finale. Donc de toute façon, on savait très bien qu'ils allaient privilégier le dernier mois. C'est la mémoire humaine, c'est comme ça. On retient ce qui s'est passé dans les derniers événements de l'année. C'est comme ça. Oui, Elliot?
Si je veux même rajouter un truc, l'entraîneur de l'année, c'est. Scaloni. 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 Mais lui, je pense qu'il le mérite. Tu vois? Moi, je pense qu'il le mérite. Depuis août 2021, qu'est-ce qu'il y a eu comme compétition La Copa. Moi, je pense qu'il le mérite. Parce qu'à partir du moment où tu es champion du monde, entraîneur, champion du monde avec ta sélection, tu le mérites. Non, Juste c'est que bon. Martinez, il a gagné le trophée du meilleur gardien parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. D'accord, je veux bien, mais tu as Thibaut Courtois en face qui a gagné avec des champions. Et pour moi, la Ligue des Champions est peut-être plus légitime qu'une Coupe du Monde. Or, Scaloni, il était engagé qu'avec sa sélection. Et le boulot qu'il a fait avec sa sélection, il l'a très bien fait puisqu'il a gagné la Coupe du Monde. Moi, je pense tout simplement que c'est FIFA qui décerne le trophée The Best. La Coupe du Monde, c'est FIFA. Donc, ils ont juste pris les vainqueurs de la Voilà. Coupe du Monde. Et voilà. C'est De toute pour façon, ça comme l'a dit Momo, normalement, le vrai trophée individuel qui devrait compter, c'est le Ballon d'Or. Et c'est tout. Le reste, c'est du néant. ce genre de trophée ridicule me fatigue. Et là, j'essaye de pointer un vrai problème dans le football, c'est cette individualisation du football. Pour moi, déjà, le ballon d'or, c'est de trop. On n'a pas à récompenser un joueur. Pour moi, c'est toujours un collectif. Maintenant, pourquoi pas? C'est vrai que ça crée une sorte d'événement, il y a une américanisation du football, on aime bien les shows, etc. C'est bien, le ballon d'or, pourquoi pas? C'est cool, ça récompense la fin de saison, etc. C'est bien. Maintenant, créer de nombreux trophées comme ça tout le temps, ça crée des polémiques, des débats, ça rend le football encore plus individuel. Voilà, moi au bout d'un moment, c'est des trucs qui me fatiguent. Bon, donnez-le à Messi, qu'il le gagne, et puis voilà. J'aimerais faire une petite parenthèse. Ça, c'est exceptionnellement pour Elliot. Je viens de voir que le prix Puskas a été gagné par un autre joueur. Voilà, je crois que c'est le joueur, bien sûr, sans moquerie ou quoi, c'est un joueur en béquille, à la place de Payet et sa reprise de volée contre le PAOK. Et qu'est-ce que t'en penses, du coup? Franchement, c'est très bien de donner à un joueur en béquille. Franchement, un très beau but, très belle retournée en béquille et tout. Mais Dimitri Payet, le but qu'il met, c'est pour moi le but de l'année facilement. Cette reprise, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. On a tous pleuré devant cette télé en voyant ce but. Enfin, personnellement, j'ai pleuré. Mais non, ce but est magnifique. Ça aurait été un trophée mérité pour un grand joueur qui n'en a pas eu dans sa carrière. Mais voilà, c'est Au moins, il aurait pu se targuer d'avoir gagné un Puskas. exactement. D'avoir rien gagné. C'est un trophée qui s'est fait voler. C'est dommage pour Payet. Voilà, les gars, on va clôturer. Désolé rapidement, mais sur The Best, voilà, on n'a pas trop le temps. Et voilà, c'est qu'un trophée en soi. On va pas tergiverser là-dessus. Là, juste avant le quiz, les gars, on va revenir sur les pronostics. Les petits pronos. Du coup, Léo, ça va si j'ai bien noté, on va commencer par toi, Elliot. Le Real, tu l'as passé. Napoli, il est passé. Celui-là. Leipzig City, il est passé. Score exact, je vous l'avais dit. Score exact. Bon, il n'y a pas de points plus au bonus pour les scores exacts, désolé, mais... On m'a mal regardé quand j'ai dit un partout. Voilà. Non, mais tu l'avais dit comme si tu avais dit 7-0 à Leipzig. Napoli, oui. City, oui. Et Inter, non. Ça fait 3 sur 4. Momo. Ah, c'est bien, franchement, beau score. Momo. Real, oui. Napoli, oui. City, non. Et Inter, non. Du coup, ça fait 2 sur 4. Ouais. Et Léo. Real, non. Napoli, non. City, non. Mais Inter, oui. T'es le seul à l'avoir sorti, l'Inter. Bah, ça va, Voilà. c'est 1 sur 4. Du coup, là, Elliot. Les gars, il y a une théorie, non, il y a une théorie, juste rapidement, qui dit que plus tu t'es connais en foot, moins t'es bon en foot. Ouais, c'est vrai. Ça a un peu visé quelqu'un, là, je crois. Cette théorie est fausse. Ouais. Je pense qu'elle est vraie. J'ai fait 0 sur 4 la semaine dernière. Ah, c'est vrai. Bon, en tout cas, bravo, Elliot, pour les pronos de la semaine. Je sais pas si on en a... Je sais pas, on en a combien pour... Je 3, Léo à 4, 3. Et Momo à... je sais pas. Ah, Ouais. pas beaucoup. Hein. Si, t'avais fait combien la semaine dernière 2. T'avais dit Bah, faire 2. 2, ouais. La prochaine mission, on refera tout le total. Voilà, et on verra. En tout cas, on va passer à votre partie préférée, les frérots. C'est l'heure du quiz. Alors, première question. Qui a marqué l'unique but de la finale PSG Bayern en 2020? Première question. Qui a gagné le trophée The Best en 2018? Modric. Momo. Je Modric. suis un ouf, Ronaldo 2018, ouais, je suis un ouf. Non, je suis un ouf. Momo. Ça fait 1 point pour Momo. Je suis dégoûté, il a gagné. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais tu vas gagner ce soir, je te sens même, moi. Deuxième question. Qui est le meilleur buteur du Barça cette saison derrière Lewandowski? Contre mon grand. Dembélé. Pedri, Elliot. Pedri avec 6 buts. merci mon gars. Ah, c'est bien, un bon stade. Hein. Bel stade. Troisième question. Là, ça va être... faudra... Ouais, bref, vous allez voir. Qui est capable de me citer les 6 meilleurs buteurs de Ligue 1 actuelle?
Elliot Moi, qui a je le- sais. C'est Elliot qui a levé la main premier. Alors Elliot. Balogun. Balogun. Ah, c'est bon, je fais pas d'ordre, hein, les gars. Je suis clément sur ça. Balogun. Balogun. Mbappé. Attends, que je réfléchisse. David. Il en manque 3. Moi, j'ai. Attends, Mbappé. Ah, enfin, t'as levé la main, normalement tu dois les citer, mon gars. Putain, mais j'hésite. J'ai pas envie de me tromper. Bah, je vais dire Messi, mais il est pas. Messi. Ah bah il y est pas, désolé. Ah, maintenant c'est un peu... Momo a dit en premier, Léo. Il a dit je Je suis bon peux... joueur. Je suis bon joueur. Bon, bah le point ne te sera pas accordé. Et bah Momo, je te laisse. Mbappé, Oui. Balogun. Hmm. David. Ouais. Lacazette. Oui. Ah, la ZK. Ben Yedder. Oui. Faut pas que ça me fasse une vidéo. Je sens que ça va le faire. Moi j'en avais un, mais je pense que c'est pas lui. Je crois que je l'ai, moi. Je vais. Ah, je sais. Ah, putain. Moi je... Vas-y, Léo. Attends. Mofi. Mofi. Ah bah il l'a, c'est bon, il l'a. Bien joué Momo. Oh, c'est putain, c'est celui que j'avais. Oh non. Voilà, c'est dans l'ordre, bah c'est J'allais Mbappé. dire Sanchez. Momo... Il a 9 Sanchez. Mofi doit être à 12, non? Non, ils sont... Regarde. Là t'as Mbappé qui est au top, et je crois qu'il y en a 3 ex aequo, c'est Ben Yedder, Lacazette, Mofi à 14. 14. Ouais. Mofi 14. Ouais. Bah il a marqué avec Lorient, mine de rien. Ouais, non, mais 14, c'est ok. Alors, 4ème question. Qui a remporté les 2 premières éditions du trophée The Best? Messi. C'est quand? Quelle année? Messi. Cristiano. Léo. J'ai pas dit l'année, sinon je vais pas... Il a commencé en 1950. Comment on fait? Et alors, en 2016 il a commencé, quand il n'y a plus le ballon d'or pour la FIFA. Mais quelle chance c'est, moi? Bah et depuis qu'il y a The Best, FIFA ils ont plus le ballon d'or. Léo. C'est Ronaldo, donc bien joué Léo. Non, mais j'ai pas été vite. il y avait une Bravo, chance- Léo. Bien joué, bien joué. Il y avait une chance pour 2. Il y a combien du coup? Du coup 2 pour Momo, 1 pour Elliot, 1 pour Léo. Comment ça 2? Bah Momo il a trouvé les 6 buteurs et Modric. J'en ai donné 3, j'en ai donné 3. Bah franchement je pense qu'il les avait, sans langue de bois. Je suis pas sûr. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Bref. Là, j'ai eu un problème. Là, il est- 5ème question. Combien de buts a mis Karim Benzema en Ligue des Champions 2021-2022? 36. 15. 15. Attends, Et franchement, je sais pas c'est qui l'a dit en premier entre Momo et Elliot. 15. 15. Ouais, c'est ça, hein, c'est 15. Ah mais en fait j'ai entendu 15, 14, je sais pas c'est qui a... C'est moi qui. non, c'est moi 15, c'est moi 15. Oh le sourire Non, ça veut dire que c'est... Ah C'est c'est Momo. En vrai, j'ai entendu Momo. Je vais pas mentir, Regarde. j'ai entendu Momo. Donc, Momo- C'est pour C'est Momo. pas, moi j'ai dit 15, j'ai pas entendu. Alors, va pour Momo. Momo est à 3. En vrai, c'est Momo. Est-ce que on trahit pas la règle de la fucking question qui booste de 3 points? Mais non. À chaque fois on la remet en cause. À chaque fois. C'est la mienne, c'est la mienne. Mais non, mais non. Allez, vas-y. C'est quoi, elle est à 3 points? Ah, cette question elle est à... Celui qui l'a, il a gagné. Moi celui qui l'a il a gagné, but en or. Il a la mort. Alors. Ah, tu sais, je viens de l'inventer là. Hein. Combien de buts a mis Messi en Ligue 1 2021-2022? 5, 0. 6. 4. Léo, 6. Attends, c'est quoi les dates? 6, 2021-2022. Ah, franchement. J'ai dit Ligue 1 2021-2022. J'ai compris Liga, la Liga, j'ai compris. Je te jure, j'ai compris ça. Ah, frère, j'ai dit. Ouais, j'étais plus en Ligue 1 en Ligue 2022. Non, je me suis dit, c'est une question piège, faut dire 0. Mais c'est pour ça que je dis toujours, faut finir. Ah, j'ai dit 4. J'ai dit 4, je sais pas. Moi, c'est à 6. Hein. Après, bon, si c'est faux, je me reprends, mais. Non, mais c'est ça. Bien joué, Léo, bravo. Bien joué, Léo. Il a trop la mort, Momo. 2 fois qu'il a eu le coup sur la dernière, c'est honteux. Mais bon, après, je dirais rien, mais c'est honteux. Bien joué, bien joué. Putain, Tapine à la 90ème, on connaît. Petit tapine, franchement. Attends, je vais juste vous dire, bien sûr, si je me trompe pas, mais je pense pas me tromper. Oui, c'est bien 6 buts. C'est 6 buts, ouais, 6 buts et 14 passes D. Voilà. Léo, 3 victoires d'affilée, c'est vraiment. Bon, bah, Léo, un peu le braqueman. Enfin, il braque tout. Voilà, à chaque fois, il sort nulle part et. Question bonus. Il surgit. Momo, je vois bien que t'as le seum. Bah oui, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est la vida, hein. Il a été efficace. Voilà, bah. Bravo. C'est encore Léo qui gagne ce quiz, les gars. Mais vous faites quoi dans votre vie, putain? Vous suivez le foot ou.
Ah, faut Ah applaudir. non, moi j'aime pas le foot, moi. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, franchement, je vous respecte, wesh. Je vous respecte les deux autres. Je vous respecte les deux autres, mais Elliot, franchement, le 3-1 Real Liverpool, les buteurs, tu es toujours là. La tête de homme, comment tu peux pas sortir les trois meilleurs buteurs de la... Je ne m'exprimerai pas, je me suis fait voler la dernière fois. Ah bon, allez. Plus là-bas. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire, comme on dit, Non, non? mais rien pour le raté de la finale, là où t'as dit Ronaldo 2018 buteur Non, final. ouais, ça Tu c'était. méritais rien du tout. Mais rien du tout, vraiment. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était un format bon. Je pense que ça va durer 40-50 minutes là, c'est possible. La prochaine, les gars, j'espère qu'elle va être cool parce que la prochaine fois, il y a quoi? Il y aura la Ligue des Champions. Et là, je vous promets rien, mais peut-être qu'il y aura une surprise. Voilà, on verra ce qu'on peut faire, mais peut-être qu'il y aura une surprise pour la prochaine édition. Voilà, on va essayer de... Vous allez voir, ça va être mieux. Il y aura peut-être un nouveau chroniqueur. Bref. Pour toute cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, lâchez votre like, les gars. Lâchez votre like. Bien sûr que vous avez vu les réseaux au début, dans le générique. Abonnez-vous au TikTok, au YouTube de Momo. Abonnez-vous au Twitter d'Eliott. Abonnez-vous à la page Insta de Léo et de son Twitter aussi. Voilà, n'hésitez pas à suivre les frérots. Bien sûr, abonnez-vous aussi à moi. Faut que je pense à moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon TikTok. En espérant que mon contenu vous plaît et qu'on essaye toujours de un peu changer nos sujets, de changer les thèmes de quiz, tout ça. Merci à ceux qui nous suivent, même si les vidéos sont longues, ça fait plaisir. Et voilà, bah si vous n'avez pas de mots pour la fin, les gars, voilà, si vous voulez quelque chose. Abonnez-vous. Bah, à la prochaine. À la prochaine. Abonnez-vous. Donc voilà, on vous laisse. Merci pour l'émission. À la On va prochaine. attendre la prochaine. La prochaine pour la Ligue des Champions, les gars. Peace.